32 milliards apparaissent et brisent d'un coup l'équilibre attendu. 47 corridors stratégiques exposent une pression discrète qui redéfinit déjà les marges de décision du pays. Que révèle soudain ce dispositif pour Ibrahim Traoré et pour ceux qui dépendent de son choix? Un basculement silencieux s'amorce. L'accord présenté à Canberra semble, à première vue, suivre la logique classique des négociations internationales, mais ses implications révèlent rapidement une portée bien plus vaste. Chaque clause touche à des zones sensibles où économie, sécurité et statut géopolitique se croisent sans laisser d'espace au hasard. Le pays fait face à un moment où la précision de l'analyse peut décider de l'étendue de sa marge d'action future. L'idée maîtresse, une fenêtre de souveraineté fragile, résumant 10 mots l'ampleur du risque qui pèse sur les institutions nationales. Autour de cette notion, les chiffres financiers, les engagements militaires et les projections énergétiques deviennent autant de balises permettant de mesurer la profondeur du dilemme. Leur cohérence apparente cache en réalité une tension entre stabilité immédiate et vulnérabilité structurelle. Pendant ce temps, la société, consciente que toute erreur pourrait provoquer une spirale de dépendance ou d'isolement, scrute chaque signal. Cette vigilance collective souligne un constat. Le pays ne se trouve pas face à un simple choix, mais devant un tournant stratégique où la moindre imprécision peut compromettre l'avenir. D'où surgit un micro-hook évident. Comment évaluer un prix dont les effets dépassent la logique du présent? Deux révélations s'imposent dès l'examen initial du dossier. Les 32 milliards annoncés ne représentent pas une promesse abstraite, mais une ressource déjà intégrée dans les projections de plusieurs entreprises étrangères. Et les 47 corridors stratégiques figurant dans les annexes ne sont plus totalement théoriques, car certains mouvements logistiques ont été observés avant même l'ouverture officielle des discussions. Cette double mise en lumière transforme immédiatement la nature du débat. Un autre indicateur vient renforcer cette rupture, la perspective d'une baisse de 40% des exportations minières sur la prochaine décennie si l'accord venait à être refusé. Ce chiffre, replacé dans la dynamique régionale actuelle, devient un pivot expliquant l'insistance de la coalition du Nord à accélérer les négociations et à réduire la marge d'hésitation de Canberra. Dans cette configuration, les événements s'enchaînent selon un fil logique serré. Les premières images montrant des ressources du Sahel stockées dans des ports étrangers prouvent que certains acteurs ont anticipé l'issue du contrat. Les ministres, d'abord prudents, doivent admettre que le terrain évolue plus vite que les procédures officielles. Les rapports militairement décrivent une montée de 30 des mobilisations armées autour des axes miniers, tandis que les services de renseignement confirment l'apparition de nouveaux intermédiaires locaux. C'est dans ce contexte que la position d'Ibrahim Traoré devient un point de référence central. Les sondages internes, montrant 61% de soutien à une ligne souverainiste, illustrent une attente collective profonde. Le président se retrouve face à deux trajectoires opposées. Accepter une stabilisation immédiate dépendante de partenaires extérieurs, ou affronter une pression sécuritaire accrue pour préserver l'autonomie. Ce mini-reveal agit ainsi comme un révélateur cristallin. La négociation n'est plus seulement diplomatique, mais déjà encadrée par des réalités sur le terrain. Et la question posée en P1, ce que dissimule réellement ce dispositif pour Ibrahim Traoré, commence enfin à trouver des éléments de réponse. Alors que l'incertitude grandit autour de l'accord, deux figures deviennent essentielles pour éclairer les premiers effets perceptibles sur le pays. La première est une analyste économique chargée de suivre les flux miniers depuis plusieurs mois. Ses notes détaillent un phénomène inattendu. Certains itinéraires commerciaux ont été modifiés discrètement, signe que des engagements extérieurs ont précédé la consultation officielle du gouvernement. Elle met en évidence une simultanéité troublante entre les promesses financières et les réorientations logistiques observées sur le terrain. La seconde figure est un officier opérant dans les zones minières sensibles. Ces comptes rendus signalent un changement subtil mais constant dans la manière dont les groupes armés se déploient.
Autrefois dispersés, ils adoptent désormais des positions plus coordonnées autour de secteurs stratégiques. 2 missions consécutives ont confirmé ce basculement, indiquant que la pression sécuritaire réagit déjà à l'idée même du contrat, indépendamment de la décision politique finale. Ces 2 voies constituent un cadre d'interprétation essentiel. ELCOS montre que l'accord proposé dépasse largement le domaine administratif. Il influence simultanément l'économie réelle, la sécurité opérationnelle et la perception collective d'un avenir en mutation rapide. Ces impacts précoces démontrent que l'espace décisionnel se réduit avant même l'officialisation d'une quelconque signature. De cette convergence se dégage une conclusion mesurée mais décisive. Si le pays n'évalue pas dès maintenant les effets immédiats de chaque clause, il risque de perdre une partie de son initiative stratégique plus tôt qu'il ne l'imagine. L'enchaînement commence par un détail presque anodin. Une ligne de crédit activée plus tôt que prévu par un consortium étranger. Ce geste, passé inaperçu dans les premières heures, agit comme un déclencheur. Il signale que les acteurs extérieurs se préparent déjà à un scénario où l'accord les considérait comme acquis. Les premières alertes logistiques confirment le mouvement. Des cargaisons classées comme préliminaires quittent discrètement des entrepôts proches des frontières. Rien n'est encore officiel, mais tout s'enclenche. À ce moment précis, un message confidentiel parvient aux autorités locales. Il évoque une hausse inhabituelle des communications entre plusieurs groupes armés situés près des zones minières. Cette hausse, rapportée par un officier de terrain, constitue la première véritable secousse sécuritaire. Les cartes internes montrent un déplacement progressif vers les axes d'extraction, et chaque nouveau signal renforce le sentiment qu'un basculement est en cours. Le doute disparaît. Ce qui devait être un choix politique devient soudain un enchaînement d'événements difficiles à contenir. Puis vient la phase de montée. Les ministres convoqués en urgence découvrent que les projections d'investissement publiées par certains médias étrangers utilisent déjà des hypothèses basées sur un accord signé. La temporalité officielle et la temporalité officieuse divergent brusquement. Cette dissymétrie crée un effet d'accélération. Les discussions internes se tendent. Les conseillers insistent pour que l'exécutif réagisse rapidement. Les partenaires étrangers multiplient les messages pressants. La coalition du Nord transmet même un courrier exigeant une clarification immédiate. Ce courrier, daté et signé, marque un point de bascule. Au cœur de cette tension, Ibrahim Traoré se retrouve face à une pression croissante. Chaque heure apporte un nouvel élément, et chaque élément réduit un peu plus la marge d'hésitation. Le président reçoit simultanément des rapports militaires indiquant que les frontières deviennent plus poreuses et des analyses économiques montrant que certains investisseurs retirent discrètement leurs engagements en attente de stabilité contractuelle. La montée se poursuit, implacable. Le sommet est atteint lorsque les premières images satellitaires révèlent un regroupement d'hommes armés autour d'un site stratégique. Ce regroupement, sans affrontement, suffit à modifier l'équilibre. Il oblige les forces locales à se redéployer dans l'urgence, créant une pression directe sur les infrastructures essentielles. L'opinion publique réagit immédiatement. Les radios relaient des rumeurs, les marchés s'agitent, des manifestations spontanées apparaissent dans la capitale. Chaque groupe réclame une posture différente et l'atmosphère devient électrique. Le climat politique se charge d'une lourdeur nouvelle. Puis arrive la phase de réverbération. La tension sécuritaire gagne les zones périphériques. Des entrepreneurs suspendent temporairement leurs activités. Les administrations locales signalent une baisse des flux commerciaux. Les ministères reçoivent une série de demandes de clarification venant d'ambassades étrangères. Cette cascade provoque un effet d'écho. Les institutions perçoivent que la décision, qu'elle soit favorable ou non à l'accord, aura des conséquences immédiates et profondes. Chaque minute renforce l'impression que le pays glisse vers un point où les options se réduisent. Dans cette dynamique, la question initiale se transforme. Ce n'est plus seulement une affaire de souveraineté ou de stabilité. C'est un test sur la capacité du pays à contrôler ses propres enchaînements, à reprendre la main sur des forces déjà lancées.
Et au centre de cette spirale, Ibrahim Traoré devient le pivot autour duquel se réorganisent attentes, inquiétudes et responsabilités. Les événements ne lui laissent plus de neutralité. Ils lui demandent un choix. La bascule apparaît dès le premier indicateur. Le budget de défense, réduit de 12% au cours des 3 dernières années, révèle un point de fragilité structurelle qui limite la capacité du pays à absorber une montée rapide des tensions. Cette diminution n'est pas seulement un chiffre administratif. Elle constitue la baseline permettant de comprendre l'ampleur du décalage actuel entre les besoins opérationnels et les ressources disponibles. Lorsque les activités armées augmentent de 30% autour des zones minières, le delta devient brutal, presque mécanique. La disproportion entre les moyens engagés et la pression réelle montre que la marge tactique s'est contractée plus vite que prévu. Le deuxième indicateur concerne les exportations minières. Selon les projections, le pays pourrait perdre jusqu'à 40% de ses volumes sur 10 ans si l'accord était rejeté. Cette estimation, fondée sur la réorientation progressive de plusieurs entreprises étrangères, sert de repère pour comprendre l'écart grandissant entre les attentes internationales et la réalité interne. Beaucoup de partenaires commerciaux évaluent déjà leurs alternatives, signe qu'ils anticipent une zone d'incertitude prolongée. Ce chiffre n'est pas statique. Il devient le cœur de l'analyse économique qui conditionne toutes les discussions stratégiques. Le troisième point chiffré touche les investissements extérieurs. 8 milliards de dollars risquent de disparaître si la signature n'intervient pas dans un délai raisonnable. Cette projection, relayée par plusieurs analystes régionaux, illustre le coût d'un isolement qui se construit par accumulation de décisions non coordonnées. Pour les institutions financières, ce retrait potentiel représente un ajustement logique, ajustement qui applique mécaniquement la règle du risque perçu. Ce chiffre, replacé dans la séquence politique actuelle, exprime clairement la vitesse à laquelle un soutien économique peut s'effondrer sous l'effet d'une instabilité prolongée. Ces 3 indicateurs ne sont pas indépendants. Ils décrivent une dynamique convergente où sécurité, économie et diplomatie se tracent mutuellement leurs limites. Le recul budgétaire crée une vulnérabilité sécuritaire. La contraction des exportations menace la capacité de financement interne. Le retrait des investissements fragilise les perspectives de long terme. Chaque donnée, prise isolément, peut sembler gérable. Prise ensemble, elle constitue un triptyque de contraintes qui redessine les choix du gouvernement. Dans ce contexte, les débats internes se structurent autour de 2 blocs. Le premier insiste sur la nécessité d'exploiter les chiffres pour obtenir une compréhension réaliste des risques. Selon eux, chaque pourcentage, chaque variation représente une part de souveraineté à défendre ou à céder. Le second bloc voit dans ces chiffres une pression extérieure déguisée, un mode de négociation qui transforme des projections techniques en arguments stratégiques. Mais les preuves quantifiées dévoilent un autre aspect, la vitesse du changement. La montée simultanée des risques financiers et sécuritaires réduit l'espace d'improvisation. Lorsque les données s'alignent avec une telle cohérence, elles imposent un rythme que la politique doit suivre. Les institutions se retrouvent alors dans une position difficile. Elles doivent réagir assez rapidement pour éviter que les signaux chiffrés ne deviennent des réalités irréversibles. Ainsi, la lecture de ces indicateurs ne sert pas seulement à comprendre la situation actuelle. Elle éclaire également la trajectoire des semaines à venir. La baseline fournit un point d'ancrage, le delta montre la direction, et l'ensemble indique que le pays se trouve dans une phase où chaque décision produit des effets immédiats, parfois disproportionnés. Les chiffres révèlent donc moins une fatalité qu'un avertissement précis. Sans maîtrise de ces écarts, la marge stratégique se réduit mécaniquement. Le premier argument avancé par les partisans de l'accord repose sur un principe simple. La sécurité immédiate doit primer sur toute autre considération. Pour eux, l'appui militaire promis par la coalition du Nord représente une chance rare d'interrompre l'expansion des groupes armés. Les rapports évoquant une augmentation de 30% des activités hostiles autour des sites miniers renforcent cette conviction. L'armée
affaibli par une réduction budgétaire de 12% sur 3 ans, ne pourrait pas absorber seul une montée en intensité durable. Selon ce camp, accepter l'accord permettrait de rétablir une forme de stabilité opérationnelle, essentielle pour éviter qu'une crise sécuritaire ne se transforme en crise institutionnelle. Leur logique se veut pragmatique, presque mécanique. Une menace directe exige une réponse structurée, et le soutien extérieur constitue cette réponse. En parallèle, un second argument souligne l'ampleur des gains économiques potentiels. Les 32 milliards prévus pour 5 années représentent, pour leurs défenseurs, une projection solide, capable de relancer les infrastructures, de financer la modernisation énergétique et d'améliorer la résilience financière du pays. Il rappelle que le risque d'une baisse de 40% des exportations minières, si l'accord est rejeté, n'est pas théorique, mais déjà anticipé par plusieurs entreprises étrangères. Selon eux, ignorer cette réalité reviendrait à se priver d'un levier indispensable pour assurer une croissance minimale dans un contexte régional instable. Face à ces deux arguments, la position opposée se présente avec une cohérence tout aussi structurée. Les critiques affirment que ces avantages immédiats masquent une dépendance stratégique dangereuse. Pour eux, la perspective de perdre 8 milliards d'investissements extérieurs en cas de refus n'est pas un signal d'efficacité, mais la preuve d'un rapport de force asymétrique. Ils rappellent que les mouvements logistiques observés avant l'ouverture des négociations montrent que certains acteurs extérieurs agissent déjà comme si le contrôle des ressources était acquis. Leur conclusion s'appuie donc sur un fait précis. Lorsque les flux miniers commencent à être réorientés sans coordination nationale, la souveraineté opérationnelle est déjà fragilisée, avec ou sans accord signé. Ainsi, la Stillman synthesis révèle un dilemme précis. Les avantages immédiats possèdent une logique forte, mais les mises en garde reposent elles aussi sur des données concrètes et vérifiables. La cohérence des deux camps montre que le choix ne se situe pas entre le bon et le mauvais scénario, mais entre deux formes de vulnérabilité dont les implications touchent simultanément sécurité, économie et contrôle du territoire. Tout bascule en silence. Cette phrase résume l'instant précis où les informations, jusque-là fragmentées, s'assemblent pour révéler une bascule inattendue. Certains acteurs extérieurs ont commencé à sécuriser discrètement des segments de corridors miniers avant même que le gouvernement n'ouvre les négociations. Ce mouvement, observé à travers plusieurs rapports croisés, expose une réalité dérangeante. L'accord n'est plus une simple proposition. Il fonctionne déjà comme une grille d'action anticipée par ceux qui souhaitent en contrôler l'issue. Lorsque les conseillers briefent Ibrahim Traoré, la portée de cette découverte devient immédiate. Les itinéraires logistiques modifiés, les stocks entreposés hors du territoire, les communications inhabituelles dans les zones sensibles. Tout converge vers un fait central. Le pays doit maintenant réagir à un état de fait, plutôt qu'à une projection diplomatique. Cette inversion de perspective change l'équilibre décisionnel. Un détail supplémentaire renforce la rupture. Certains documents techniques récupérés auprès de partenaires étrangers contiennent des éléments de planification à long terme, rédigés comme si la signature était déjà acquise. La logique qui en découle est implacable. Le terrain avance plus vite que la politique, et chaque jour accroît l'écart entre contrôle national et initiatives extérieures. Cette révélation, placée au milieu du récit, transforme le débat. Elle clarifie que le véritable enjeu n'est plus le contenu de l'accord, mais la vitesse à laquelle il redéfinit la réalité du pays. Les conséquences de la situation qui se dessine autour de Kimbara se répartissent en 4 zones d'impact distinctes, chacune révélant une pression spécifique sur les structures du pays. Ces effets, bien que différents dans leur intensité, partagent un même point d'origine. L'anticipation extérieure qui devance désormais les décisions internes. À mesure que les données convergent, la position d'Ibrahim Traoré devient l'axe autour duquel se réorganisent perception, attente et inquiétude. Les institutions
doivent faire face à une érosion progressive de leur marge d'action. Les mouvements observés autour des sites miniers, combinés à la contraction budgétaire, fragilisent la capacité de l'État à garantir une stabilité interne durable. La perspective d'une baisse potentielle de 40% des exportations transforme chaque ministère en zone de gestion de crise permanente. Dans ce climat, la cohésion interinstitutionnelle dépend de la rapidité à créer une lecture commune de la situation, mission que les premières divergences d'interprétation rendent délicate. Les entreprises locales subissent directement les effets des signaux envoyés par les acteurs étrangers. Plusieurs opérateurs miniers ajustent déjà leur calendrier d'investissement afin de réduire leur exposition au risque, créant un ralentissement perceptible dans l'économie réelle. Les retards dans les chaînes logistiques deviennent des coûts additionnels. Pour les entreprises énergétiques et de transport, chaque incertitude contractuelle se traduit par une reconfiguration rapide des flux. Ce climat limite la capacité des acteurs privés à planifier, même à court terme. La population, informée à travers les radios locales et les discussions de rue, perçoit une modification du paysage national. Les manifestations spontanées observées dans la capitale traduisent une tension croissante face à la possibilité d'une dépendance extérieure prolongée. Le soutien de 61% au maintien d'une ligne souverainiste, mesuré par les sondages, reflète une attente forte d'autonomie. Cette majorité crée une pression politique visible, transformant chaque communication officielle en moment décisif pour maintenir la confiance publique. Au niveau régional, la dynamique se complexifie. L'augmentation de 30% des activités armées autour des zones minières influe sur l'ensemble des pays limitrophes, qui redoutent une extension de l'instabilité. Les partenaires de la région observent avec attention la posture de Canberra, car elle pourrait redéfinir les alliances existantes et ouvrir une phase de réalignement stratégique. Les corridors stratégiques évoqués dans le rapport initial touchent des routes transfrontalières, ce qui renforce l'effet d'entraînement de chaque décision. Ainsi, la réaction de Canberra ne concerne pas uniquement son territoire, mais l'équilibre d'une partie entière du Sahel. Dans cet ensemble de conséquences, une constante se dessine. L'écart entre ce qui est anticipé par les acteurs extérieurs et ce que le pays est encore en mesure de contrôler. Au centre de cette tension, Ibrahim Traoré incarne une décision dont les répercussions dépassent désormais le cadre national. Chaque choix ouvre une trajectoire, et aucune n'est exempte de risque. Dans cette trajectoire, les mois à venir s'organisent autour d'un équilibre précaire. L'accord est partiellement mis en œuvre, offrant une amélioration limitée de la sécurité sur les axes miniers. Les groupes armés réduisent légèrement leurs mouvements, mais conservent une capacité d'adaptation rapide. Les investissements étrangers reprennent, mais de manière conditionnelle, créant une relance incomplète et fortement surveillée. Les administrations nationales doivent composer avec des clauses contractuelles exigeantes qui orientent plusieurs décisions économiques. Dans ce scénario, l'État retrouve une respiration limitée, mais au prix d'un cadre géopolitique qui restreint progressivement son autonomie. Le scénario favorable repose sur une combinaison rare, une coordination régionale solide et une gestion interne efficace. Les voisins de Canberra développent des mécanismes communs de surveillance des corridors, réduisant les risques transfrontaliers. Les entreprises minières, rassurées par une politique claire, réinvestissent dans les infrastructures locales et renforcent les chaînes de transformation. Sur le plan social, la confiance s'améliore, permettant un apaisement des tensions dans la capitale. Cette dynamique crée une marge stratégique permettant au pays de négocier avec plus de fermeté les clauses secondaires de l'accord, tout en préservant une part essentielle de souveraineté opérationnelle. L'économie se diversifie lentement, et les flux commerciaux retrouvent une cohérence durable. Dans la version la plus défavorable, les signaux actuels s'amplifient.
l'ACE. La hausse de 30% des activités armées se transforme en pression soutenue sur les zones minières, surchargeant les forces locales déjà affaiblies. Les investisseurs suspendent leurs engagements en chaîne, entraînant une contraction drastique des revenus issus des exportations. Les partenaires étrangers imposent des conditions unilatérales, parfois en dehors du cadre formel de l'accord. L'opinion publique se fragmente, alimentée par des rumeurs persistantes de concessions excessives. Les institutions, prises dans une spirale de décisions réactives, perdent leur capacité d'anticipation. En 12 mois, le pays se retrouve piégé entre instabilité interne et dépendance extérieure. Pour comprendre pleinement ce que signifie cette décision pour le pays, il faut se tourner vers ceux qui en vivront les effets directs. Les trois groupes qui composent l'essentiel du paysage social réagissent chacun selon leurs priorités, leurs craintes et leur rapport au temps long. Leur perception ne se limite pas à une opinion politique. Elle révèle la manière dont un choix stratégique façonne concrètement les attentes quotidiennes. Pour eux, l'enjeu est immédiat. Les variations des flux d'exportation, les reports d'investissement et la présence accrue de groupes armés influencent directement la stabilité de leur emploi. Ils observent attentivement les déplacements sur les sites stratégiques, car chaque tension locale affecte leur sécurité personnelle. Leur attente principale repose sur une garantie minimale: pouvoir travailler sans voir leur région devenir un foyer de conflits répétés. Le moindre signe d'incertitude se répercute rapidement sur leurs revenus. Elles se scrutent que les signaux économiques: prix, approvisionnement énergétique, fiabilité des infrastructures. Ce groupe, très connecté à l'évolution des marchés, craint surtout une contraction prolongée des activités qui pourrait limiter les opportunités professionnelles et fragiliser les services publics. Pour eux, la souveraineté ne se mesure pas seulement en termes politiques, mais dans la capacité du pays à maintenir une cohérence économique durable. Leur regard porte à la fois sur le court terme et sur les perspectives de stabilité future. Souvent en marge des décisions nationales, elles perçoivent surtout les effets indirects: mobilité réduite, services administratifs irréguliers, pression sécuritaire accrue autour des axes miniers. Leur priorité est la continuité du soutien local et la protection de leur territoire. Elles voient dans les mouvements observés ces dernières semaines un indicateur concret de la manière dont l'État protège réellement les zones les plus exposées. Dans ces trois regards, une constante apparaît. Chaque groupe espère que la décision finale préservera au moins une part de stabilité dans leur quotidien immédiat. C'est ce fil commun qui révèle la profondeur humaine du moment. Pour éviter que les dynamiques externes ne dictent entièrement l'avenir du pays, une feuille de route opérationnelle devient indispensable. Elle se concentre sur des mesures ciblées, pensées pour être déployées rapidement, mesurables et ajustables. Dans cette phase tendue, Ibrahim Traoré doit disposer d'outils permettant de reprendre l'initiative sur les plans sécuritaires, économiques et diplomatiques sans perdre le lien avec les priorités nationales. Le ministère de la Sécurité coordonne une analyse fine des corridors miniers et des axes frontaliers. Chaque zone a été classée par niveau de risque à partir des mouvements armés observés récemment. Le succès se mesure par une mise à jour hebdomadaire et une capacité de redéploiement rapide. Le ministère de l'Économie lance un audit ciblé des entreprises exposées à la contraction des exportations. Les mesures d'accompagnement comprennent la sécurisation des flux logistiques essentiels. L'impact se mesure via la stabilisation des volumes de transport et la reprise partielle des calendriers d'investissement. Le ministère des Affaires étrangères conduit une série d'accords bilatéraux avec les pays voisins pour coordonner surveillance, partage d'informations et protection des routes. L'efficacité se mesure par la réduction des incidents sur les zones transfrontalières. Le ministère de l'Administration territoriale organise des équipes mobiles destinées aux régions éloignées. Ces équipes assurent une continuité administrative, sécurité locale et information publique. La performance se mesure via la régularité des services et la baisse des déplacements forcés. Sous l'autorité directe d'Ibrahim Traoré,
un comité permanent suit l'évolution des indicateurs sécuritaires, économiques et diplomatiques. Les décisions sont réajustées chaque mois selon un tableau de risque unifié. Lorsque le pays atteint ce point de décision, les deux voies qui avaient servi de repère au début, celle de l'analyste économique attentive aux flux invisibles et celle de l'officier observant les lignes mouvantes du terrain, reviennent naturellement dans la conscience collective. Elles rappellent que bien avant les discours et les chiffres, ce sont les signes discrets qui avaient révélé la trajectoire du pays. Aujourd'hui, ces mêmes signes résonnent autrement, non plus comme des alertes, mais comme des marqueurs d'un moment où l'histoire demande une position claire. Dans cette atmosphère suspendue, Ibrahim Traoré avance avec la certitude que chaque décision prendra racine dans les attentes de ceux qui avaient déjà senti le changement avant même qu'il ne soit annoncé. Leurs constats, apparemment techniques ou opérationnels, deviennent des fragments d'un récit plus large, celui d'un pays cherchant à préserver la cohérence entre dignité, sécurité et avenir. Le sentiment dominant n'est ni la crainte, ni l'optimisme aveugle, mais la conscience aiguë que la souveraineté se construit souvent dans les zones d'incertitude où les choix ne peuvent être différés. Ce moment contient une gravité particulière. Il rassemble le passé des luttes, le présent du doute et le futur encore ouvert. Et dans cette convergence, une seule idée s'impose comme un fil solide. La dignité n'accepte jamais les compromis forcés. Le pays avance désormais vers une phase où chaque citoyen, quelle que soit sa position sociale, détient une part de la trajectoire collective. Les décisions futures ne dépendront plus seulement des institutions, mais aussi de la manière dont chacun comprend, partage et discute ce moment déterminant. Dans les rues, dans les marchés ou sur les ondes locales, un même fil symbolique circule, la volonté de préserver un avenir qui n'efface ni la souveraineté ni la responsabilité.